Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV et commençons par les titres les plus importants. Ali Laraïev annonce qu'il n'y a pas de délai pour la démission du gouvernement. Mohsen Marzouk déplore le fait que le dialogue national prenne la forme d'un an national. À l'étranger, le Conseil national syrien ne participera pas à la conférence de paix Genève 2. Le président afghan Hamid Karzai et John Kerry signent un accord préliminaire sur un pacte de sécurité bilatéral. L'Iran refuse d'envoyer à l'étranger son stock d'uranium enrichi. 98 702 personnes dans le monde disposent d'une fortune supérieure à 50 millions de dollars. Ali Laraïev a annoncé samedi 12 octobre 2013 lors d'une interview télévisée qu'il n'y a pas de délai pour la démission du gouvernement. Il a ajouté que cette démission sera possible une fois que le dialogue national aura abouti sur la question de l'ISI et du futur de l'Assemblée nationale constituante. Ali Laraïev a déclaré que son gouvernement ne peut pas laisser le pays dans l'incertitude. Pour lui, la démission ne sera possible que lorsqu'il y aura une constitution, une date pour les élections et la commission chargée de l'organisation des élections. D'autre part, le Premier ministre a déclaré que le document envoyé par la CIA au ministère de l'Intérieur a été sous-estimé par les services de ce département. Il a ajouté que le document a été envoyé à Sidi Bouzid avant d'être renvoyé tardivement à Tunis. Ali Laraïev affirme que l'assassinat du député Mohamed Brahmi est dû à une mauvaise estimation des informations parvenues de la CIA, surtout que le ministère de l'Intérieur, à l'époque, détenait des informations indiquant qu'il n'y a pas de risque pour la vie des députés de l'ANC. Le directeur des relations extérieures de Nida Tounes, Mohsen Marzouk, a déploré ce dimanche le fait que le dialogue national prenne actuellement la forme d'un an national. L'absus du président de la Ligue des droits de l'homme, Abdesattar Ben Moussa, dans son discours prononcé le samedi 5 octobre, et affirme que le dialogue national est loin des attentes et doit être ajusté ou quitté. L'expert en économie Ali Chebbi, qui intervenait samedi dans le cadre d'une conférence organisée à Tunis à l'initiative de l'Association des Tunisiens diplômés des universités allemandes, a estimé que la Tunisie est sortie de la zone des hauts risques. Ali Chebbi, qui se base sur le taux de croissance positif, bien qu'en deçà de ce qui est souhaité au troisième trimestre 2013, ainsi que sur les tendances globales, considère que le taux d'inflation est en voie d'être maîtrisé si le dinar ne perd pas davantage de sa valeur et que les cours du pétrole ne s'envolent pas. Faisant état d'une baisse du taux de chômage, Ali Chebbi souligne que l'emploi doit demeurer le principal défi à relever. Le Conseil national syrien, le groupe le plus important de l'opposition, ne participera pas à la conférence de paix Genève 2 et menace de se retirer de la coalition anti-régime si celle-ci y prenait part, a affirmé son chef dimanche. Le CNS, qui est le plus grand bloc politique au sein de la coalition, a pris la ferme décision de ne pas aller à Genève vu les circonstances actuelles sur le terrain en Syrie. Cela veut dire qu'il ne restera pas au sein de la coalition si celle-ci y va, a affirmé à l'AFP le chef du Conseil, George Sabra, dans un entretien téléphonique. L'Iran refuse d'envoyer à l'étranger son stock d'uranium enrichi, a déclaré Abbas Araghchi, le chef des négociateurs nucléaires iraniens, cité ce dimanche par le site de la télévision d'État. La ligne rouge de l'Iran dans les négociations est l'enrichissement d'uranium. Nous pouvons discuter de la forme, de la quantité et du niveau d'enrichissement, mais l'envoi à l'étranger de notre production d'uranium constitue notre ligne rouge, a déclaré M. Araghchi, qui doit participer mardi et mercredi à Genève aux négociations nucléaires avec les grandes puissances. Le secrétaire d'État américain John Kerry a conclu avec le président Hamid Karzai un accord préliminaire sur un pacte de sécurité bilatéral qui attend désormais le feu vert des dirigeants tribaux
afghans. Cet accord annoncé samedi soir par les deux hommes, après 2 jours de discussions à Kaboul, assurerait la présence d'un contingent américain en Afghanistan après 2014. Il satisfait l'une des principales exigences de Washington en maintenant les militaires américains en Afghanistan sous la responsabilité légale des États-Unis, ce qui leur garantirait l'humanité vis-à-vis de la loi afghane. Ce sera désormais la Loya Jirga, l'Assemblée des anciens et des chefs tribaux, de valider ou non ce pacte bilatéral. Al-Ahli, le club de football phare en Égypte, a révélé ce dimanche 13 octobre sur son site internet officiel que son ancien entraîneur Houssam El Badri, actuellement à la tête d'Al-Ahli de Tripoli, a échappé à la mort après que 3 individus au visage couvert l'aient attaqué lors qu'il rentrait en voiture de Misrata, où son équipe disputait hier un match de championnat. Le club Kérot précise que les 3 assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule d'Al Badri, brisant la vitre arrière, selon les dires du technicien égyptien. Ce dernier est parvenu à prendre la fuite et s'est dirigé vers un poste sécuritaire proche du lieu de l'attaque pour y faire sa déposition. Houssam El Badri, 53 ans, a remporté la Champions League avec l'Ahli du Caire en novembre 2012 et rejoint en mai dernier son nouveau club. Et pour clore ce journal, cette information qui nous vient de la Suisse, ils sont 98 700 à disposer d'une fortune supérieure à 50 millions de dollars, environ 37 millions d'euros dans le monde, selon le rapport annuel du Crédit Suisse. Un nombre en hausse de 14 200 millionnaires sur l'année écoulée, preuve que l'économie des plus riches se porte plutôt bien. Car si la richesse mondiale a progressé de 4,9% entre mi-2012 et mi-2013, le nombre de millionnaires a, lui, connu une hausse de 6,1% sur la même période. Cette population de supermillionnaires, qui représente 0,001% des 7 milliards d'humains qui peuplent notre Terre, se concentre principalement aux États-Unis. Ils sont en effet plus de 45 000 à vivre au pays de l'Oncle Sam, contre un peu plus de 5 000 en Chine, le deuxième pays du palmarès établi par le Crédit Suisse. Viennent ensuite l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, le Japon et la France, dans lesquels on compte entre 3 000 et 5 000 personnes possédant plus de 50 millions de dollars. C'est la fin de ce flash sur Tunesnet TV. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.